Bonjour, bienvenue à Covid-19 et moi, un webinaire EBMT pour les patients et les proches. Je présenterai ce webinaire au nom de Breche Verhoeven, qui l'a présenté lors de la diffusion en direct le 3 avril 2020. Je m'appelle Guy Bouguet, je suis un membre de... Pour donner une perspective plus large de ce webinaire, avant de commencer la présentation de Helen Schumanns, je vais expliquer brièvement quel est le rôle du PAC, Patient Advocacy Committee, au sein de l'EBMT. Tout d'abord, l'EBMT est une société européenne de transplantation de sang et de moelle osseuse. L'EBMT est une organisation à but non lucratif composée de scientifiques et de professionnels de santé. Après avoir reçu le consentement des patients, elle recueille des données anonymisées sur le diagnostic, les traitements, les procédures, les complications et les résultats. Ces informations proviennent de plus de 500 hôpitaux de plus de 50 pays à travers le monde. Ces données sont alors enregistrées, c'est pourquoi le BMT est aussi appelé registre, et ensuite sécurisées. Les données sont ensuite utilisées pour la recherche sur la greffe de moelle osseuse et la thérapie cellulaire et peuvent amener à faire avancer le développement de nouvelles techniques de soins, peuvent amener à des changements dans les pratiques cliniques, à l'amélioration des soins donnés aux patients et un meilleur résultat au bout du compte pour les patients. Quel rôle pour le Patient Advocacy Committee au sein de l'EBMT? L'EBMT compte de nombreux comités scientifiques et aussi de groupes de travail. Le Patient Advocacy Committee est composé de patients experts représentant des patients de différentes nationalités en Europe. Nous voulons représenter les patients à travers ces objectifs. Veiller à ce que les préoccupations significatives des patients soient bien intégrées dans toutes les activités et les organisations de l'EBMT. Veiller à ce que les préoccupations des patients soient intégrées dans les activités scientifiques également. Construire aussi un programme éducatif lors de la réunion annuelle de l'EBMT pour la journée des familles, des donateurs et des représentants de patients. Construire et maintenir un réseau de patients et d'organisations de représentants de patients en Europe. Et vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez en savoir plus à l'adresse qui s'affiche ici, leadership@ebmt.org. Bonjour, mon nom est Hélène Schumanns. Je suis un médecin à l'hôpital universitaire de Louvain. Je m'occupe de transplantation cellulaire et je suis également active au sein de l'EBMT dans un certain nombre de sous-groupes. Nous avons eu l'occasion de préparer ce webinaire avec un certain nombre de patients et d'autres médecins européens. Ceci dit, notre compréhension de la maladie causée par le coronavirus évolue chaque jour. Et donc, je vous demande d'être clément avec nous et il est possible qu'un certain nombre de choses que nous vous expliquons aujourd'hui évoluent dans le futur proche. Ce que nous avons envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est en particulier de vous donner un résumé de ce que nous comprenons de la maladie et de l'impact que ça pourrait avoir sur les transplantations de cellules souches ainsi que sur les thérapies utilisant les cellules CAR-T. Nous voulons vous donner accès aux meilleures sources d'informations et de soutien possibles, et pour cela nous allons vous renvoyer à notre site internet. Nous voulons vous expliquer ce que vous pouvez faire en tant que patient ou proche de patient pour arriver à traverser cette pandémie sans trop de stress et d'anxiété. Et nous voulons vous montrer ce que le BMT peut faire pour vous aider
à traverser tout ça sans encombre. Alors, un mot d'introduction, et commençons par un petit peu de vocabulaire. Vous voyez ici à droite la toute première photo qui a été prise du virus lorsqu'on l'a découvert à la fin de l'année dernière. Vous remarquez une tache blanche, 2 taches blanches en fait, autour de laquelle se trouve un certain nombre de petits points. Alors ces petits points, on les appelle en anglais des spikes ou des pics, et ce sont par ces pics que le virus va entrer à l'intérieur de vos cellules et créer l'infection. Vous remarquez que ces petites pics sont disposées tout autour du virus un petit peu comme une couronne. Et c'est pour ça qu'on appelle le virus le coronavirus ou COVID. Maintenant, le coronavirus d'habitude donne un certain nombre de symptômes qui font penser au rhume ou à la grippe. Le coronavirus dont on parle depuis quelques mois, c'est un coronavirus un peu différent, qu'on appelle le SARS coronavirus. Parce qu'on s'est rendu compte, à la fin de l'année dernière, qu'un certain nombre de patients qui commençaient avec une infection qui ressemblait très très fort à un rhume ou à une grippe, développaient un problème supplémentaire, un Severe Acute Respiratory Syndrome. Ça veut dire que le patient développait un problème lié à la respiration, que le virus attaquait les poumons. Et donc, quand on parle du SARS, c'est en fait un virus qui cause des problèmes respiratoires importants. On utilise un dernier acronyme, c'est le COVID-19, et c'est un acronyme anglais qui fait référence au Coronavirus Disease, c'est-à-dire la maladie causée par le virus en 2019. Pour la simplicité de cette présentation, je ferai référence au Covid, mais évidemment, on parle ici du Covid-19. Alors, qu'est-ce qui rend ce virus tellement différent des autres virus ? Bien, la première chose, c'est que, évidemment, comme c'est un nouveau virus, nous n'avons pas d'immunité contre ce virus, et donc, il est susceptible de créer des problèmes épidémiques, puisque personne n'a de protection contre ce virus. Une autre chose qui est tout à fait typique et particulière au coronavirus, comme vous le voyez ici, c'est que ce virus a tendance à s'orienter sur une population de patients relativement âgés. Vous voyez que dans les 44 000 cas qui ont été recensés en Chine cette année, eh bien, la majorité des patients atteints avaient entre 30 et 79 ans. De manière très curieuse, on ne remarque que 2% de patients avec un âge inférieur à 20 ans. Donc, on peut en déduire que la maladie est plus légère chez les enfants et parfois même asymptomatique. C'est pour ça que vous avez entendu que dans un certain nombre de pays, on a décidé de fermer les écoles. Et ceci n'était pas vraiment pour protéger les enfants, mais surtout pour protéger les personnes plus âgées qui seraient en contact avec des enfants qui n'auraient pas beaucoup de symptomatologie, mais qui seraient quand même susceptibles de transmettre le virus aux personnes plus âgées. Ceci dit, dans la majorité des cas, le coronavirus est une maladie légère. De nouveau, dans la même série de 44 000 cas chinois, vous remarquez que 8 cas sur 10 avaient une symptomatologie tout à fait légère, qui ne nécessitait pas d'hospitalisation. 14% des gens, malheureusement, développaient une maladie sévère, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des personnes qui ont découvert cette maladie, et 5% se retrouvaient aux soins intensifs. Donc 8 personnes sur 10 qui n'ont pas une maladie lourde, a priori, c'est rassurant. Il faut aussi se rendre compte qu'on a ici un effet d'iceberg. Ça veut dire qu'on parle de cas confirmés de coronavirus, c'est-à-dire chez des patients qui ont été testés. Vous remarquez qu'un certain nombre de personnes n'ont pas été testées, très probablement soit parce que ces personnes n'avaient pas de symptômes, ou bien parce que les symptômes étaient tellement légers que les patients n'ont pas consulté et donc ne se sont pas fait tester ou n'ont pas eu accès au test. Par conséquent, on peut supposer qu'il y a plus que 80% des infections Covid qui sont en fait très peu symptomatiques. Si on résume que c'est une maladie qui touche essentiellement les adultes et qui est essentiellement légère, pourquoi est-ce que le Covid est un tel problème ? Eh bien, le problème ne se situe pas tellement au niveau individuel, mais au niveau de la société. Vous avez probablement déjà vu cette carte du monde développée par l'université de Harvard aux États-Unis, et vous remarquez ici qu'un grand nombre de pays sont touchés tous en même temps.
On recense actuellement plus ou moins 1 million de cas testés Covid positifs sur une population mondiale de 7,8 milliards. Donc on est à 1 patient sur 1000 environ infecté par le Covid. Ça ne paraît pas énorme, mais de nouveau, repensons à notre iceberg. Il y a probablement un certain nombre de personnes qui n'ont pas été testées et qui par conséquent ne sont pas recensées dans les cas positifs. Le problème principal du Covid est qu'évidemment, tous ces patients sont tombés malades en même temps. Vous voyez ici un graphique où vous voyez l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués et qui forme une ligne quasiment exponentielle. Et par conséquent, tous ces patients Covid positifs arrivent dans notre système de santé. L'afflux de ces patients à l'hôpital a 3 conséquences. La première, c'est que les autres patients ont moins accès à leurs soins habituels, parce que leurs lits sont pris par des patients qui sont infectés par le coronavirus. Et on parle ici aussi bien des lits d'hôpitaux normaux que des lits de soins intensifs. La deuxième différence majeure, c'est que nos hôpitaux sont devenus des labyrinthes. On est obligé de créer une ségrégation entre la partie de l'hôpital où il n'y a pas de virus et la partie où il y a des patients atteints par le coronavirus. Ça signifie qu'on a dû doubler tous nos trajets de soins. Ça veut dire que les infirmières qui travaillent d'un côté ne peuvent pas travailler de l'autre côté, de peur d'aller infecter les personnes qui n'ont pas le coronavirus. Ça veut dire aussi que quand on fait une radiothorax, il faut une salle dédiée aux patients corona, qui est différente de celles qui viennent et qui ont besoin d'une radio parce qu'ils ont par exemple un problème cardiaque. Ça signifie aussi qu'au niveau des services, il va falloir trouver une façon de protéger les patients qui n'ont pas le coronavirus par rapport à ceux qui sont affectés par le coronavirus. Ça rend notre vie très compliquée à l'hôpital. Mais bien sûr, ça va rendre votre vie compliquée également si vous arrivez aux urgences avec des plaintes qui font penser au coronavirus. Si vous arrivez aux urgences en disant que vous avez une petite température et une petite toux sèche, vous allez être mis en quarantaine, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on soit complètement sûr que vous n'avez pas le coronavirus. Et donc, ça va changer la façon dont vous allez être traité, par exemple, aux urgences. La troisième différence qui est importante et qui transforme notre façon de soigner les gens pour l'instant, c'est le fait que nous remarquons que beaucoup de nos patients sont inquiets. Ils ont peur de se faire infecter par le coronavirus et par conséquent, ils vont mettre plus de temps à faire appel à nous, parce qu'ils ont peur de venir à l'hôpital et d'attraper le coronavirus à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'ensemble, vous allez vous retrouver avec un moins bon accès aux soins standards auxquels vous avez droit d'habitude, et que d'autre part, vous allez devoir prendre un certain nombre de décisions vous-même, sans avoir immédiatement accès à l'aide de quelqu'un du personnel soignant. C'est précisément pour ça que nous avons décidé de faire ce webinaire online. C'est pour vous donner les outils nécessaires à prendre ce type de décision, même si vous n'avez pas directement accès à quelqu'un, pour vous aider à prendre les décisions qui s'imposent. Alors, un petit mot sur le lien entre l'infection causée par le coronavirus et le cancer. Je vous montre ici le data qui a été rassemblé dans 1000 patients qui ont été hospitalisés la semaine dernière en Belgique. Vous voyez sur l'axe des Y le pourcentage de patients hospitalisés et vous voyez, en fonction des couleurs, le type de problèmes médicaux que ces patients avaient. Alors vous remarquez que cette population est tout à fait standard pour une population qui se présente aux urgences, c'est-à-dire un certain nombre de personnes avec une tension artérielle élevée, un certain nombre de personnes avec du diabète, avec des problèmes chroniques, cardiovasculaires ou pulmonaires. Tout ça n'est pas très surprenant. Mais où êtes-vous ? Où sont les patients avec un problème immunitaire ? Eh bien les voilà. 4% des personnes qui se sont présentées aux urgences et qui ont été hospitalisées en Belgique pour une maladie à coronavirus la semaine dernière avaient un problème d'un système immunitaire déficient. 2%, plus ou moins, de ces patients avaient un cancer hématologique type leucémie. Ça ne nous apprend pas grand-chose parce qu'on sait que les cancers leucémiques sont rares et qu'on sait également que les déficiences du système immunitaire sont rares. Mais ça reste quand même relativement rassurant de se dire qu'on ne voit pas de pic d'hospitalisation pour le coronavirus dans ces deux populations.
Si on regarde l'information qui a été publiée en Chine à ce sujet-là, je peux vous montrer cet article écrit par M. Yu dans le JAMA en mars 2020. M. Yu a regardé les patients qui ont été hospitalisés dans le service de radiothérapie et oncologie médicale de l'hôpital de Wuhan, c'est-à-dire la ville où l'épidémie a commencé, dans les 2 premiers mois de l'épidémie. Sur cette période, 1500 patients cancéreux sont entrés à l'hôpital et 12 de ces patients ont été diagnostiqués avec la maladie causée par le coronavirus, ce qui correspond environ à 1%. On peut comparer ça au reste de la population de Wuhan. Il y a 11 millions de personnes à Wuhan, 41 000 personnes ont été diagnostiquées avec le Covid, ce qui correspond environ à 0,5%. On avait donc plus de patients avec un cancer qui ont reçu le diagnostic de Covid. Mais de nouveau, vous serez d'accord avec moi que le pourcentage d'infection était relativement bas, 1%. Mais de nouveau, pensons à notre iceberg. On peut imaginer que les patients qui venaient à l'hôpital avaient plus de chances de se faire tester que n'importe qui que vous trouveriez dans la rue. Et donc peut-être que cette différence de pourcentage d'infection reflète simplement le fait qu'on avait plus tendance à tester les patients qui venaient à l'hôpital. Mais voilà, ça c'est l'information qu'on a reçue de Chine et c'est la seule information sur laquelle on peut se baser pour comparer le risque de coronavirus dans la population générale par rapport au cancer. Il y a 5 autres articles qui ont été publiés à partir d'équipes chinoises, décrivant la pandémie de coronavirus et la présence de cancer. Vous voyez ici les 5 études l'une en dessous de l'autre, et vous voyez en bleu le nombre de patients diagnostiqués avec une maladie causée par le coronavirus, c'est-à-dire ici dans cette étude 1000. Vous voyez que de ces 1000 patients, il y en avait 30 qui avaient également un cancer, et il y en avait 2 qui avaient un problème avec leur système immunitaire. Dans l'étude suivante, vous avez 1600 patients dans la population générale et 18 patients qui avaient et le coronavirus et un cancer, etc. dans les plus petites études. Vous comprendrez donc de cette diapositive que finalement tout ce qu'on sait sur le lien entre le cancer et le coronavirus se base sur l'information donnée par 54 patients. À notre échelle, c'est très peu. Alors je vous propose de regarder l'étude de monsieur ou madame Liang qui s'est intéressé d'un peu plus près à la population des patients qui avaient eu un cancer avant d'attraper le coronavirus. Vous remarquez ici un nouveau graphique. Vous voyez sur l'axe des Y la probabilité d'évoluer vers un problème sévère, c'est-à-dire de se retrouver aux soins intensifs ou bien de mourir. Vous voyez sur l'axe des X le temps. Vous remarquez donc que la ligne verte ici, qui correspond à 18 patients cancéreux, se trouve plus haut que la ligne bleue, qui correspond à 1600 patients de la population générale. On pourrait donc en déduire que les patients qui ont eu un cancer ont plus de risques de se retrouver aux soins intensifs ou de mourir s'ils attrapent le coronavirus. Mais je vous demande de prendre cette information avec un grain de sel. Pourquoi ? Les 18 patients dans la ligne verte venaient de différentes sortes de cancers. Tous les cancers ont été mis ensemble dans le même sac. Un tiers de ces cancers étaient des cancers du poumon. Or, on peut imaginer qu'un patient avec un cancer du poumon a plus de chances de se retrouver aux soins intensifs à cause de son cancer du poumon, plus qu'à cause du coronavirus. Il y avait par ailleurs dans tous ces 18 cancers, un seul patient atteint par une maladie hématologique, et dans ce cas-là, c'était un lymphome. Quand on regarde les détails aussi de cette population de patients cancéreux infectés par le coronavirus, on remarque que par rapport à la ligne bleue, les patients étaient plus âgés, leur âge médian était aux alentours de 60 ans, à comparer de 45 ans sur la ligne bleue, et on peut imaginer que les patients plus âgés ont plus de chances de se retrouver aux soins intensifs qu'ils aient un cancer ou pas. Il y avait également plus de personnes qui fumaient dans la ligne verte que dans la ligne bleue. De nouveau, on peut imaginer qu'un patient qui fume activement ou qui a fumé dans le passé va avoir plus de chances de développer des problèmes graves qu'un patient qui ne fume pas. Pour résumer tout ça, je voudrais vous laisser avec cette information-là. Comme vous l'avez vu, nous avons très peu d'informations objectives sur le lien entre le cancer et le coronavirus.
Et puis vous pouvez imaginer que le type de cancer que les gens développent et la façon dont ils sont traités pour ces cancers va probablement varier d'un pays à l'autre. L'information que nous avons ici vient de Chine et d'Asie en général, mais vous imaginez bien que le lien entre le cancer et le coronavirus risque d'être différent dans des pays comme les États-Unis, l'Europe ou même l'Australie, où la façon dont les patients cancéreux sont pris en charge est tout à fait différente. Donc, en gros, on n'a pas assez d'informations à ce stade-ci pour vous dire exactement le risque que vous courez si vous avez eu un cancer auparavant, ou si vous avez encore un cancer actuellement. Mais bon, on vous tient au courant et nous allons bien sûr suivre la littérature pour essayer de vous donner de l'information plus précise dans le futur. Que sait-on sur le lien entre le coronavirus et les thérapies cellulaires? Eh bien malheureusement, on en sait encore moins. Il n'y a aucun article, jusqu'à présent, qui ait été publié, qui nous explique le risque précis des patients qui ont reçu une transplantation ou une thérapie cellulaire. Il est donc impossible pour nous de vous donner des recommandations formelles à ce niveau-là. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, eh bien, on utilise son bon sens. On sait par exemple que les patients qui ont d'autres problèmes médicaux, et c'est assez logique, des problèmes cardiaques ou des problèmes pulmonaires, vont avoir tendance à développer des formes plus sévères du coronavirus. Donc, nous allons vous demander, si vous êtes connu avec un cœur ou des poumons un peu faibles, de faire particulièrement attention. Il est aussi logique que pour se protéger d'une infection, on a besoin d'un système immunitaire. Par conséquent, si votre système immunitaire est actuellement encore faible, eh bien, il est tout à fait possible que le coronavirus soit plus dangereux pour vous. Donc, on va vous demander de faire particulièrement attention si vous avez été greffé récemment, et on entend par ça il y a moins de 1 ou 2 ans, ou bien si vous prenez toujours des médicaments qui vous protègent contre la maladie du greffon contre l'hôte. Donc, si vous prenez par exemple de la cortisone ou du médrol, si vous prenez de la cyclosporine, du Néoral, du Prograf, du tacrolimus, de l'Advagraf, du Celcept, tous ces médicaments-là sont des médicaments qui vont avoir tendance à ralentir votre système immunitaire. Et donc, il faudra bien réfléchir par rapport à ça, au risque d'infection. L'impact du coronavirus avant votre... Si vous avez été greffé dans le passé, le coronavirus a aussi un impact direct sur la façon dont on vous prend en charge. Pourquoi? De nouveau, à partir des datas chinois, on sait que 40% des infections à coronavirus à Wuhan, en Chine, ont eu lieu à l'hôpital. On va donc essayer de prévenir ces infections qui arrivent au niveau de l'hôpital en diminuant les contacts entre les patients et l'hôpital dans la mesure du possible. Ça veut dire que si vous avez des rendez-vous qui sont non urgents, qui sont des rendez-vous de routine, nous allons essayer de remettre ces rendez-vous à une date ultérieure ou les remplacer par des contacts téléphoniques. C'est logique parce que ça vous permet d'avoir malgré tout un contact avec votre équipe de greffe sans pour autant venir dans un environnement où il pourrait y avoir plus de virus qu'à la maison. Ceci dit, rendez-vous compte qu'il est essentiel pour vous de savoir quel numéro vous devez faire si vous devez appeler votre équipe de greffe pour un problème urgent. Je vous encourage à savoir quel est leur numéro d'urgence pour pouvoir avoir un avis par téléphone et éventuellement rapprocher votre rendez-vous si vous avez un problème urgent. Ceci m'amène à votre rôle propre au sein de la pandémie Covid. Vous l'avez compris des médias, vous l'avez compris de cette présentation, le coronavirus est une maladie contagieuse. Elle est contagieuse parce que le coronavirus va avoir tendance à se développer d'un patient vers 2 à 3 nouveaux patients. Cette infection va avoir lieu sur base de petites gouttelettes qui s'échappent de la bouche ou du nez du patient infecté. Ces gouttelettes vont s'échapper dans des moments où le patient parle fort ou bien lorsque le patient tousse ou éternue. On voit que ces petites gouttelettes ont aussi la tendance à se déposer sur les surfaces planes et vous imaginez donc qu'il est important d'éviter le contact avec des surfaces qui auraient été potentiellement contaminées par des gouttelettes de virus. On sait par exemple que ce virus va rester plus longtemps sur des surfaces métalliques ou plastiques que sur des surfaces type carton ou papier. Il est particulièrement important donc de se laver les mains
avant de les apporter au visage. Parce que si vous les apportez à votre visage, vous allez apporter le virus vers vos voies respiratoires, où le virus aura alors tout le loisir de vous infecter. Ceci est important pour les patients qui sont manifestement malades et qui dégagent du virus, mais il est également possible qu'un certain nombre de patients, entre le moment où ils ont été infectés et le moment où ils ont de véritables symptômes, soient aussi vecteurs de l'infection. On sait que cette période peut durer de 1 à 14 jours, une moyenne de 5 jours, et donc c'est pour ça qu'il faut faire également attention aux personnes qui ne sont pas forcément extrêmement symptomatiques. Comment allez-vous donc pouvoir prévenir une infection à coronavirus? Eh bien, le plus important, c'est tout simple, et vous l'avez entendu dans les médias depuis plusieurs semaines, il faut se laver les mains. C'est assez logique parce que, regardez, le virus s'attache ici à une cellule du corps et va l'infecter en passant par cette interaction. Vous remarquez que la petite pique dont on parlait tout à l'heure, la spike, est insérée dans une couche jaune. Et cette couche jaune, en fait, c'est de la matière graisseuse. C'est une membrane cellulaire qui est faite de graisse. Et par conséquent, si vous mettez une goutte de savon sur une membrane cellulaire, eh bien, elle explose, comme quand vous lavez vos assiettes au moment de faire la vaisselle. Et donc, vous vous débarrassez complètement du virus et de son potentiel infectieux. Il est donc extrêmement simple de se débarrasser des virus que vous auriez pu accumuler sur vos mains. Il suffit de la laver pendant 20 secondes. Une autre chose évidente, c'est qu'il faut éviter le contact avec des personnes qui sont potentiellement infectées. Ça signifie que si vous rentrez en contact avec des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez essayer de garder au moins 2 mètres entre vous et ces personnes inconnues. Quand vous êtes dans le cadre de votre propre maison et que vous savez que les personnes autour de vous ont un très faible risque d'être infectées, il n'est pas nécessaire de garder cette distance, il n'est pas non plus nécessaire de porter un masque. Mais imaginez certaines circonstances particulières où vous allez devoir faire attention. Si vous arrivez à l'hôpital, par exemple, vous savez que l'hôpital est une zone où il risque d'y avoir des virus et par conséquent, vous allez faire particulièrement attention de ne pas toucher les rampes, les objets de l'hôpital et de bien vous laver les mains quand vous rentrez à la maison. Si vous en êtes capable, il vaut aussi mieux prendre l'escalier que de prendre l'ascenseur. Parce que dans l'ascenseur, vous êtes réduit dans un tout petit espace à respirer le même air qu'un certain nombre d'autres personnes qui risquent de se retrouver à moins de 2 mètres de vous. On en a parlé tout à l'heure, vous allez éviter de voyager quand ce n'est pas nécessaire parce que ça augmenterait votre risque de vous retrouver en contact avec des personnes qui sont potentiellement infectées. Et vous allez éviter les rendez-vous non urgents et non essentiels. On entend par là, par exemple, les rendez-vous avec le coiffeur qui aura du mal à vous couper les cheveux en se trouvant à 2 mètres de vous. Vous allez éviter les rendez-vous chez le dentiste s'ils ne sont pas nécessaires. Vous allez éviter les rendez-vous chez l'esthéticienne, par exemple, parce que ce sont des situations où vous allez vous retrouver proche de personnes qui sont potentiellement infectées. Au-delà de ce que vous allez éviter, vous allez évidemment essayer de vivre de manière saine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque à aller vous promener dehors pour autant que vous ne vous mettiez pas en contact avec des personnes à moins de 2 mètres de distance. Il n'y a aucun risque à aller faire un tour à vélo ou à aller courir. Il est important de continuer à bien dormir et à manger de manière saine. Et ça, c'est évident pour rester en bonne santé. D'autre part, on va vous demander d'éviter un certain nombre de choses. On vient d'en parler, il est très important d'éviter de toucher votre visage avec vos mains puisque vos mains sont des potentiels vecteurs de virus que vous auriez attrapés en touchant des surfaces contaminées. Nous vous déconseillons également d'arrêter vos médicaments simplement parce que vous avez peur que vos médicaments augmentent votre risque d'attraper la maladie. Il y a une bonne raison pour laquelle vous prenez les médicaments que vous prenez. Et avant de faire quelque changement thérapeutique que ce soit, nous vous encourageons à en discuter avec une équipe qui vous connaît. C'est très important parce que si vous arrêtez par exemple tout à coup vos médicaments contre la maladie du greffon contre l'hôte et que vous vous retrouvez à redévelopper par exemple une forte diarrhée ou bien des problèmes cutanés, eh bien vous allez vous retrouver à l'hôpital alors que dans d'autres circonstances, vous auriez pu rester à la maison. Nous vous demandons aussi de rester très critique par rapport à ce qui se dit dans les médias et surtout de ne pas aller acheter sur un coup de tête des médicaments basés sur ce que vous avez entendu à la radio ou à la télévision.
Discutez-en avec votre équipe de greffe, parce que les médicaments dont vous entendez parler, d'une part, nous en avons besoin pour les patients qui ont effectivement une infection sévère à coronavirus, et d'autre part, ils peuvent avoir des effets secondaires graves en combinaison avec beaucoup d'autres médicaments. Et donc, il est essentiel d'en discuter d'abord avec votre équipe de greffe. Mais peut-être ce dernier conseil, qui est le plus important, ne paniquez pas. Rendez-vous compte que depuis que vous avez reçu votre diagnostic de maladie hématologique, vous faites déjà tout ce dont je viens de vous parler. Vous êtes devenus des experts à éviter les infections. Je suis sûre que vous avez dans votre voiture une petite bouteille d'alcool-gel juste au cas où vous auriez pu vous salir les mains en faisant les courses. Vous avez l'habitude de faire attention aux personnes qui toussent et de vous en distancier. Vous avez l'habitude de gérer toutes ces circonstances qui pour nous sont nouvelles parce que nous n'avons pas l'habitude de faire attention, mais qui pour vous sont devenues monnaie courante. Donc, j'aurais envie de dire, si vous vous rendez compte que j'ai oublié un certain nombre de choses utiles que l'on peut faire pour éviter les infections, eh bien s'il vous plaît, dites-le moi. Parce qu'à mon avis, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Ceci m'amène au masque. Alors, ce n'est pas une grande nouvelle que nous n'avons pas assez de masques dans le monde pour permettre une gestion optimale de la pandémie. Et par conséquent, je suis dans l'obligation de vous rappeler que les masques sont réservés en priorité au personnel médical. En particulier le personnel médical qui se trouve dans des zones où il y a énormément de virus, c'est-à-dire des unités où on traite les patients infectés par le coronavirus. Dans ces unités, les personnes du personnel médical vont utiliser le masque que vous voyez ici, qui est rond et qui s'appelle un N95. Ce masque est appliqué de manière très proche sur le visage de la personne qui le porte et empêche les virus de rentrer vers le visage de la personne qui porte le masque et empêche également les virus qui seraient potentiellement présents au niveau des orifices de la personne qui le porte de sortir du masque. C'est évidemment le meilleur masque disponible pour se protéger des infections virales. Ceci dit de nouveau, il est réservé en particulier aux personnes qui sont dans des zones à haut risque d'infection virale. Dans le reste de l'hôpital, vous allez voir que la plupart du personnel soignant se promène avec ce type de masque qu'on appelle le masque chirurgical. Ce masque est prévu pour fonctionner et protéger l'environnement de la personne qui le porte. C'est-à-dire que toutes les petites gouttes qui pourraient sortir du nez ou de la bouche de l'infirmière ou du médecin que vous voyez là, eh bien, vont être ramassées par le masque. J'aurais donc envie de dire que le port du masque chirurgical est un acte civique pour empêcher la personne qui le porte de déposer des virus partout autour de lui ou autour d'elle. On est tous bien conscients que les masques chirurgicaux ne sont pas faciles à obtenir, mais sachez qu'il est tout à fait possible de les faire vous-même en tissu. Et si vous allez voir sur notre site, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de vidéos et de sites qui vous expliquent comment vous pouvez les fabriquer vous-même. C'est une opinion personnelle, mais ça a sans doute un sens pour nous, que ça soit le personnel médical, les patients ou même monsieur tout le monde, de porter un masque lorsqu'on se trouve dans un environnement public, parce que ça diminue les chances que nous déposions des gouttes de salive dans des endroits publics où cela pourrait avoir des conséquences pour d'autres personnes. Donc pour moi, c'est essentiellement un acte de civisme. Ceci dit, si vous décidez d'utiliser un masque, il est très important de savoir comment le faire de manière optimale. Je vous explique. Vous commencez par vous laver les mains pendant 20 secondes. Se laver les mains pendant 20 secondes, ça veut dire passer 5 secondes, compter jusqu'à 5, sur chacune des faces de vos deux mains. Et ne pas oublier les interstices entre les doigts et autour du pouce. Vous devez donc compter de 0 à 20 le temps où vous vous lavez les mains. Une fois que vos mains sont propres, vous allez placer le masque sur votre visage et vous allez faire en sorte qu'il s'accroche bien à l'arrière de votre tête, derrière vos oreilles ou derrière vos cheveux. Une fois que le masque est en place, vous n'y touchez plus. Et ça, c'est vraiment très important. Je vois sans cesse des personnes qui portent leur masque, quand ils n'en ont pas besoin, autour de leur cou ou dans leur poche. Ça n'a aucun sens, parce que tous les virus qui se sont déposés à l'intérieur et à l'extérieur du masque se retrouvent alors collés sur votre cou ou collés dans votre poche. Ce n'est pas logique. Si vous décidez d'enlever votre masque, vous l'enlevez précautionneusement, sans le toucher, vous le mettez dans une boîte, et puis vous le remettez par la suite, de nouveau précautionneusement, sans toucher ni la face intérieure ni la face extérieure.
Par ailleurs, si vous fabriquez votre propre masque, je vous encourage à faire 2 côtés de couleurs différentes pour éviter de le mettre à l'envers. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre masque, et en général ce sera par exemple à la fin de vos courses, eh bien, si vous n'en avez plus besoin pour ce jour-là, vous le lavez avec du produit de lessive tout à fait standard et vous vous débarrasserez de toutes les crasses qui se seraient déposées dessus. Si c'est un masque en papier et qu'il est souillé, vous pouvez le jeter. Donc, je résume, très important de mettre ce masque de manière correcte et une fois que vous l'avez mis, de ne plus y toucher. À chaque fois que vous le touchez, vous ramassez les droplets qui se seraient déposés dessus et c'est évidemment tout à fait le contraire de ce pourquoi le masque a été fabriqué. Juste pour votre information, sachez qu'on a fait une étude chez les professionnels de la santé qui travaillent aux soins intensifs avec un masque et que même des professionnels de la santé vont avoir tendance à toucher leur masque entre 20 et 25 fois sur une période de 8 heures, ce qui est malheureusement énorme. Imaginons maintenant que malgré tout, vous avez attrapé une maladie à coronavirus. Comment allez-vous vous sentir? Eh bien, dans 40% des cas, les gens développent une température. Une température élevée qui peut augmenter progressivement et dans 80% des cas, si vous attrapez le coronavirus, il y a de bonnes chances que vous développiez de la fièvre à un moment ou à un autre. Un autre symptôme typique du coronavirus, eh bien, c'est une toux sèche qui peut devenir embêtante, mais en soi, que ce soit la fièvre ou la toux, ce ne sont pas les problèmes les plus importants liés au coronavirus. Non, la chose la plus grave, c'est d'être court d'haleine. Et ça, c'est vraiment le symptôme cardinal qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a un certain nombre d'autres symptômes qui sont moins importants et moins graves, comme par exemple le fait d'avoir des douleurs musculaires, comme dans la grippe, le fait d'avoir un peu mal à la gorge ou d'avoir le nez qui coule, ou bien avoir des changements dans ce que vous détectez comme goût ou comme odeur. Ça a été décrit dans le coronavirus, ce n'est évidemment pas complètement typique de ce virus-là en particulier. Un certain nombre de patients vont se sentir fatigués, mais ça aussi, quelque part, c'est normal, quand on a la grippe, on est fatigué aussi, et ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on a la grippe. Et un certain nombre de patients vont avoir des problèmes au niveau gastro-intestinal, mais de nouveau, ça c'est vraiment pas la chose la plus fréquente dans le coronavirus. Je voudrais juste attirer une dernière fois votre attention sur le symptôme cardinal, sur la chose la plus importante à ne pas louper, c'est le manque d'oxygène. Vous avez compris que le coronavirus commence généralement dans les voies respiratoires supérieures et qu'il va descendre vers les poumons. Ceci est une image d'un poumon qui a été infecté et abîmé par le coronavirus et vous remarquez que les parties noires où se trouve l'oxygène ont fortement diminué et qu'elles ont été remplacées par des localisations d'infection importantes qui sont ici en blanc. Il est donc tout à fait logique de s'inquiéter et de prendre contact avec l'hôpital si on se sent court d'haleine, parce que c'est uniquement quand le virus se trouve au niveau des poumons qu'on va se sentir court d'haleine. Vous devez donc vous inquiéter si votre capacité à respirer change par rapport à la norme. Imaginez que vous viviez dans une maison avec un étage, vous avez l'habitude de monter vous coucher, mais cette fois-ci vous devez vous arrêter sur le chemin pour reprendre votre souffle, parce que c'est difficile pour vous de faire l'escalier d'une traite. Ça, c'est une raison d'appeler votre médecin de manière urgente. Si vous vous rendez compte qu'il est difficile pour vous de marcher et de parler en même temps, alors qu'avant vous en étiez capable, c'est aussi une raison d'appeler votre médecin de manière urgente. Ou bien si vous vous rendez compte qu'en vous habillant, vous devez faire une pause parce que vous n'avez plus assez d'air entre le moment où vous mettez par exemple votre t-shirt et votre pantalon. Tout ça, c'est pas normal. Tout ça sont des circonstances où vous allez devoir appeler votre équipe médicale d'urgence pour décider si oui ou non vous devez venir à l'hôpital. Si on vous diagnostique avec la maladie du coronavirus, je vais vous demander de prendre contact avec votre équipe de greffe. C'est vraiment important parce que rendez-vous compte que les patients qui se trouvent dans un service avec des coronavirus sont généralement traités par des médecins qui n'ont pas une habitude importante des patients cancéreux et des patients greffés. Il est donc très important de nous prévenir, votre équipe de greffe, votre équipe de cellules CAR-T, pour leur dire que vous avez été diagnostiqué, pour leur dire où vous vous trouvez. Votre équipe de greffe prendra alors contact avec l'équipe qui s'occupe de vous pour être sûr que tout ce qui est lié à votre greffe ou à votre maladie hématologique est également pris en compte et que vous êtes traité dans les meilleures circonstances possibles, même si vous n'êtes pas dans votre hôpital ou dans votre service habituel.
Il est aussi important de discuter des médicaments que vous prenez et donc votre équipe de greffe prendra contact avec l'équipe qui s'occupe de vous pour la maladie du coronavirus et pour être sûr que tout se passe de manière optimale et décider quelles sont les doses de médicaments à garder et quels sont les médicaments dont on peut se passer. Nous imaginons tout à fait que ces problèmes de coronavirus peuvent augmenter votre anxiété. Et donc, pour rester calme, pour rester cool à travers cette pandémie, eh bien, essayez de garder des contacts avec les personnes qui comptent pour vous, vos amis, votre famille. Vous pouvez garder contact de manière virtuelle, vous pouvez les appeler, vous pouvez aussi parler aux gens du moment que vous gardez une distance physique entre vous et eux pour éviter les infections. Il n'y a donc aucun problème à discuter avec votre voisin de balcon à balcon, pourvu qu'il y ait 2 mètres entre les deux. Il est important peut-être aussi de se rendre compte que notre société s'organise et met en place un certain nombre d'actions de solidarité qui sont belles et qui vont peut-être aussi vous aider à réduire votre anxiété. Et puis, essayez de penser à d'autres choses qu'uniquement au coronavirus. Il est important de continuer à faire de l'exercice, essayez peut-être de lire des livres, de regarder des films. Il y a un certain nombre d'activités au niveau Internet qui ont été mises en place, un certain nombre de musées qui proposent des visites virtuelles, des artistes qui proposent des concerts online. Peut-être que c'est l'occasion pour vous d'apprendre à méditer. Enfin, tout ça sont des choses que vous pouvez faire pour essayer de tromper l'angoisse. Et vous retrouverez un certain nombre de suggestions de nouveau sur notre site avec des liens appropriés. Maintenant, de nouveau, je pense que l'anxiété par rapport au coronavirus n'est rien par rapport à l'anxiété que vous avez eue quand vous avez reçu votre diagnostic et quand vous avez appris que vous deviez être greffé. Et donc, très probablement, tous les mécanismes que vous avez utilisés à ce moment-là pour gérer l'angoisse sont tout à fait appropriés maintenant également. Et de nouveau, vous pourriez m'en apprendre probablement énormément si nous avions l'occasion de discuter de ça ensemble. Une dernière chose sur le coronavirus est le BMT. Alors vous avez compris que le BMT fait un certain nombre de choses pour essayer d'aider aussi bien les professionnels de la santé que les patients à travers le coronavirus. Pratiquement toutes les semaines, nous revoyons nos recommandations en ce qui concerne la greffe et ces recommandations sont publiées sur notre site internet. Nous avons un certain nombre de links, c'est-à-dire de liens Internet sur lesquels vous pouvez cliquer également sur notre page, que ce soit pour trouver de l'information scientifique dans des journaux médicaux où cette information est disponible de manière gratuite, que ce soit pour trouver des liens sur la situation épidémiologique, c'est-à-dire savoir où sont les cas et quelle est la sévérité des infections au niveau de la société, ou bien des liens tout à fait pratico-pratiques sur comment gérer l'infection ou la prévention d'infection à la maison. Vous avez participé à ce webinaire. Nous avons un certain nombre d'autres webinaires également qui sont tous gratuits et qui sont disponibles sur notre site. Et enfin, nous essayons de mieux comprendre le lien entre la greffe ou la thérapie cellulaire et la maladie causée par le coronavirus. Donc, nous enregistrons les nouveaux cas de coronavirus qui se développent en Europe. Je vous montre ici les premiers résultats. Donc, entre le moment où la pandémie a commencé et le 2 avril, il y a 84 cas qui ont été rapportés à notre société. Vous remarquez que de manière évidente, eh bien, il y a plus de cas dans les pays qui sont plus atteints, comme par exemple ici, vous voyez l'Italie en bleu clair et l'Espagne en bleu moyen. L'âge médian des patients était d'environ 55 ans. Vous remarquez que 66 cas se sont développés chez des patients qui avaient été greffés avec des cellules de donneurs, 17 cas chez des patients qui avaient été greffés par leurs propres cellules et pour l'instant, nous n'avons pas de patients qui aient eu en même temps des cellules CAR-T et une infection à coronavirus. Nous continuons à enregistrer ces datas et lorsque nous aurons plus d'informations, eh bien, elles seront également postées sur notre site. Donc de nouveau, je vous engage à contacter votre équipe de greffe si vous deviez recevoir un diagnostic de coronavirus, d'infection à coronavirus, et de demander à votre équipe de greffe de nous raconter votre histoire, parce que le fait de pouvoir mettre toutes ces histoires ensemble, eh bien, ça nous permettra de mieux comprendre comment aider les patients après la greffe et la thérapie cellulaire face au coronavirus. Voilà, alors nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous rappelle simplement que la maladie à coronavirus affecte essentiellement les adultes, que dans la plupart des cas, on pense dans probablement environ 80% des cas,
c'est une maladie légère, mais que bien entendu, elle a également une forme sévère. Les risques de développer cette forme sévère sont liés à l'âge, essentiellement à l'âge supérieur à 60 ans. On sait que les risques vont augmenter par décades par la suite et que les patients les plus fragiles et les plus à risque sont les patients de plus de 80 ans. Il est évident également que les problèmes préalables au niveau du cœur ou des poumons vont vous mettre plus à risque de développer une forme sévère et qu'on pense que le fait de fumer est probablement également un risque. Il n'est pas clair à ce stade-ci quel est le risque des patients qui ont déjà un cancer, qui ont eu un cancer ou bien qui ont été traités par une greffe de cellules souches ou par une thérapie cellulaire. Et donc, si nous avons plus d'informations, nous vous proposerons évidemment de nouvelles informations par notre site internet par la suite. Actuellement, notre expérience est extrêmement limitée. Vous savez comme moi que la maladie à coronavirus a eu un impact énorme sur notre société, y compris sur la façon dont nous greffons, et que donc votre centre de thérapie va probablement devoir s'adapter au contexte local, et que par conséquent, vous allez devoir gérer un certain nombre de choses vous-même. Il est très très important de savoir à quel numéro vous pouvez joindre votre équipe de greffe et de contacter cette équipe de greffe. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d'aide par rapport à votre greffe et votre rendez-vous de contrôle a été annulé, il est important de contacter votre équipe de greffe si vous vous sentez court d'haleine de manière différente de votre habitude, et il est aussi extrêmement important de les contacter pour les prévenir si vous avez été diagnostiqué avec une maladie liée au coronavirus. Ceci nous aidera également à mieux comprendre l'impact du corona dans la population des patients greffés. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez trouvé ce webinaire intéressant et que vous voulez continuer à garder un contact avec nous, eh bien je vous remercie de vous enregistrer sur notre site, ce qui nous permettra de vous prévenir lorsque nous avons de nouvelles informations pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.